d'être là ici aujourd'hui. C'est vraiment excitant de voir autant de gens qui ont un intérêt pour l'alimentation végétale. Mon nom, c'est Marjolaine Mercier. Je suis nutritionniste depuis maintenant 10 ans et je suis végane également depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Pourquoi, merci. Non. Pourquoi nutritionniste et végane? Ben oui, je suis une professionnelle de la santé, donc avant tout, je l'ai fait pour ma propre santé. Ensuite, l'autre motivation a été le fait que je voulais faire partie de la solution pour ralentir le réchauffement climatique. Donc, végétaliser mon alimentation, l'environnement, ça me motivait beaucoup. Et enfin, aussi par amour et par compassion pour les animaux qui souffrent malheureusement de nos choix alimentaires. Je dis souvent aussi qu'on a eu besoin de manger de la viande pour notre survie, alors que nos ancêtres étaient en mode survie, ça a été nécessaire, ça a été même utile. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On n'a plus besoin de viande pour aller combler nos besoins en nutriments, comme on va le voir aujourd'hui. Puis même que c'est plutôt l'inverse, de réduire notre consommation de viande pourrait nous aider à assurer une plus longue survie à l'espèce humaine. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui ma conférence Ménager la chèvre et manger le chou, découvrez comment l'alimentation végétale peut transformer votre santé. Pourquoi ménager la chèvre et manger le chou? Vous allez me voir avec ma mascotte ici qui me suit un peu partout. On voulait, Hélène et moi, en écrivant notre livre qui est sorti au printemps dernier, frapper un peu l'imaginaire des Québécois en les invitant à réduire leur consommation de viande et à manger plus de légumes, mais on voulait le dire autrement. Là. Manger 5 à 10 fruits et légumes, je pense que vous l'avez assez entendu de la part de nutritionnistes, donc on voulait vous inviter à le faire un peu différemment. On a été très chanceuses, Hélène et moi, pour le livre. On a eu la chance d'avoir la préface de Dr. Junot du Centre EPIC. On parle dans ce livre-là d'alimentation végétale peut transformer. On va voir, est-ce que c'est la même chose que l'alimentation végane? J'y reviens dans quelques diapositives. Puis, de chapitre en chapitre, je vous parle de prévention et de traitement des maladies chroniques avec l'alimentation végétale peut transformer. Il y a également un chapitre sur l'environnement, parce que l'alimentation végétale a un impact positif sur votre santé, mais c'est aussi la même alimentation qui a le meilleur impact sur la protection de nos ressources, la protection de notre environnement. Enfin, après vous avoir convaincu de végétaliser votre alimentation, on vous donne un paquet de trucs et astuces pour y arriver au quotidien dans votre cuisine, et on termine avec des idées de recettes. Comme je suis nutritionniste, on me demande souvent de faire des menus, même si j'aime pas vraiment ça, faire ça, mais je vous en ai fait un pour aujourd'hui pour dresser la liste de ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par voir quels sont les points communs des différents patrons alimentaires santé ou des différents régimes dont on a entendu parler pour protéger notre santé. Ensuite, on va voir quelle est la différence entre l'alimentation végétalienne ou végane et l'alimentation végétale peu transformée. On va voir également les bienfaits de l'alimentation végétale sur la santé, sur l'environnement. On va parler de carence aussi, parce que ça, on l'entend souvent. Si je deviens végane, est-ce que je vais être carencée? Est-ce que je vais nuire à ma santé? Et si on a le temps pour des questions à la fin, je vais rester, sinon je serai à la signature de livre juste à côté. Donc, les patrons alimentaires santé, on a beaucoup entendu parler de la diète méditerranéenne, peut-être un petit peu moins de l'alimentation des centenaires d'Okinawa, mais j'y reviens. Ensuite, l'alimentation végétarienne et l'alimentation végétalienne, on s'entend aussi pour dire, en tant que professionnel de la santé, que c'est une alimentation qui est généralement favorable à la santé. Si on décortique un petit peu ce à quoi correspond la diète méditerranéenne, c'est aussi appelé le régime crétois. C'est l'alimentation que les gens qui habitent autour de la Méditerranée ont adoptée. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait certains bénéfices sur la santé, notamment sur la santé cardiovasculaire. Donc ça, diète méditerranéenne, c'est quelque chose qui est assez connu, plus que l'alimentation végétale ou la diète végétalienne. Puis, elle va se caractériser par une alimentation basée sur les produits céréaliers à grains entiers, sur les fruits et les légumes, les légumineuses, l'huile d'olive, les noix, et aussi avec un apport un peu moins important en produits laitiers, poissons, volailles, œufs et viande. Ensuite, l'alimentation des centenaires d'Okinawa. Okinawa qui est au Japon. C'est un endroit dans le monde où on a identifié beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 100 ans et en très, très bonne santé. Puis, on s'est rendu compte qu'ils mangent très, très végétal, c'est-à-dire que 95 % des calories consommées au quotidien proviennent d'aliments du règne végétal et peu transformés.
Donc, pour eux, leur alimentation repose là, presque entièrement sur une sorte de patate douce, à peu près 70 des calories qui viennent des patates douces. Ensuite, les fruits, les autres légumes, les grains, comme surtout le riz, des légumineuses, dont le soya, un peu d'huile, et le restant, il y a aussi à l'occasion un peu de noix, un peu d'œufs, un peu de poisson, de produits laitiers et des algues également. Okinawa est ce qu'on appelle une zone bleue ou Blue Zone. Si vous googlez ça, vous allez voir, il y a même un site Internet qui en parle davantage. C'est un des 5 endroits où on a identifié le plus grand bassin de centenaires. Donc, c'est intéressant de s'attarder à savoir comment ils vivent, ces gens-là, quelle alimentation ils adoptent pour pouvoir, après ça, tirer des conclusions puis adapter notre mode de vie pour vivre longtemps et en santé. Donc, on vient de parler de Okinawa au Japon, mais il y a aussi Ikaria en Grèce. Du côté des États-Unis, il y a Loma Linda en Californie. Il y a également Nicoya au Costa Rica et la Sardaigne en Italie. L'alimentation végétarienne, probablement que vous savez ce que c'est, mais c'est une alimentation qui va être exempte de chair animale. Donc, le végétarien ne va pas consommer de viande, volaille ou poisson, mais va se permettre de consommer des produits laitiers et des œufs. C'est une alimentation qui est associée positivement à la santé, généralement. Puis on voit ici que la pyramide repose là, à peu près 80 ou 90 sur des aliments du règne végétal. La différence avec l'alimentation végétalienne ou l'alimentation végane, c'est pas mal deux synonymes pour ce qui est de l'alimentation, c'est quand on adopte cette alimentation-là, c'est qu'on a choisi d'exclure tous les produits animaux de l'alimentation. Donc, il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas de produits laitiers non plus, il n'y aura pas de miel non plus parce que ça vient des abeilles. Donc, c'est une alimentation qui repose sur les fruits et les légumes, les produits céréaliers, les légumineuses, tofu, les noix, les graines, un peu d'huile également. C'est une alimentation qui peut aussi inclure des produits un peu plus transformés, comme par exemple des fausses viandes ou des faux fromages que souvent les gens vont consommer lorsqu'ils font une transition vers le véganisme. Vous aurez sûrement deviné, à la lumière de tout ça, le point commun de ces 4 patrons alimentaires santé. On a vu que dans les 4, ce qui revient à chaque fois, c'est les aliments du règne végétal et les aliments peu transformés. Donc, jamais dans les pyramides, on a vu que l'alimentation reposait sur la viande ou que l'alimentation reposait sur les produits très transformés. Donc, c'est dire, on ne dit jamais de manger de la viande rouge pour protéger la santé, c'est toujours nos légumineuses, nos noix, nos graines, nos grains entiers, nos légumes et nos fruits qui reviennent. Donc, les végétaux peu transformés, c'est ce que j'ai décidé avec Hélène de mettre de l'avant dans notre livre pour mieux vous expliquer justement leurs bienfaits sur la santé. Ça inclut aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, des herbes, des épices, café, thé, cacao. C'est juste que ce n'est pas là-dessus que notre alimentation va reposer, mais en effet, c'est bien de les intégrer pour en retirer des bénéfices. Alimentation végétale peu transformée, donc qui est le sujet de mon livre, repose sur les fruits et les légumes, les grains entiers, les légumineuses, le tofu, les noix et les graines. Et puis, c'est une alimentation qui va être, oui, végane, mais ici, on va mieux comprendre un petit peu la différence entre végane et alimentation végétale peu transformée. Si on compare ces deux exemples de lunch, à la gauche, vous voyez que j'ai un sandwich au pain blanc avec de la fausse viande, du faux fromage, avec du jus puis un bol de chips. C'est un exemple de lunch, le lunch qui pourrait être vegan. Puis à droite, on voit ici qu'on a une sandwich à pain intégral. À l'intérieur, ici, il y avait du végé pâté aux graines de tournesol et aux carottes. On avait une salade de pois chiches et de kale avec un verre d'eau. Donc, on voit tout de suite la différence entre les deux. Les deux types de lunch sont véganes, mais du côté à votre droite, c'est sûr qu'on a un niveau de transformation qui est beaucoup moindre. Donc, on va chercher tous les nutriments qu'il y a dans les plantes normalement. Donc, on va chercher beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Puis, on enlève l'extra gras, sucre ou sel que l'industrie a tendance à rajouter dans les aliments transformés ou des aliments auxquels on a enlevé certains nutriments comme les fibres à gauche. Et justement, quels sont les bienfaits de l'alimentation végétale peu transformée? Si on commence par les maladies cardiovasculaires. D'abord, on parlait tantôt de la diète méditerranéenne, tantôt. Oui, c'est reconnu pour avoir un effet positif sur la santé cardiovasculaire, mais l'alimentation végétale aussi. Puis même, dans le fond, ça a été démontré qu'en prévention, c'était très positif. Puis même, il y a eu des études. Ici, là, c'est une image qui provient d'une étude des médecins américains, Dr. Ornish et Dr. Esselstyn. On a vu que non seulement ça pouvait prévenir les maladies cardiovasculaires, mais dans certains cas, améliorer la santé des artères des patients qui étaient déjà atteints de maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez un avant et après, un patient qui a suivi l'alimentation végétale peu transformée avec un programme qui avait été proposé par le médecin.
avec d'autres facteurs là, au niveau du mode de vie à modifier, entre autres la gestion du stress, mais on voit l'impact que ça a. On voit une artère qui est beaucoup plus en santé à droite. Donc, on croit qu'avec l'alimentation végétale, on peut voir même certains symptômes être renversés grâce à cette alimentation-là. Ensuite, au niveau du diabète de type 2 et de l'alimentation végétale peu transformée, puis attention ici, je parle vraiment du diabète de type 2 qui peut être associé au mode de vie, non pas au diabète de type 1, chez qui le pancréas a vraiment un fonctionnement qui est altéré. Donc, chez le diabète de type 2, si on compare l'alimentation végétale peu transformée avec l'alimentation conventionnelle qu'on leur recommande d'adopter, qui est une alimentation plus faible en glucides, on voit qu'il y a une plus grande baisse de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne du taux de sucre de la personne qui est diabétique sur 3 mois. Donc, si on prend une image d'une moyenne, dans le fond, des 3 derniers mois, on va voir qu'avec l'alimentation végétale peu transformée, ça s'abaisse davantage, puis c'est ce qu'on veut. On ne veut pas un taux de sucre qui est élevé, on veut un taux de sucre qui est dans les normales, qui est un peu plus bas. Aussi, bonus à la démarche, les personnes diabétiques qui adoptent l'alimentation végétale peu transformée perdent plus de poids que les autres. Donc, pour ceux chez qui ce serait nécessaire ou souhaité, il y a cet avantage-là aussi. Entre autres, notamment on voyait tantôt que c'est une alimentation riche en fibres, et les fibres rassasient énormément, donc ça peut aider à calmer la faim et à éviter les rages de sucre 1 heure ou 2 après le repas. Dans certains cas, on a vu aussi un arrêt de médication. Encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le diabète, mais avec l'alimentation végétale peu transformée, on est capable de contrôler le taux de sucre, de le maintenir dans les normales. Donc, la personne est encore à risque de développer, d'avoir besoin de médicaments si elle revient à ses anciennes habitudes, mais tant qu'elle maintient l'alimentation végétale peu transformée, elle est davantage protégée, puis dans certains cas, il y a moins de besoin de médicaments. Puis moi, ce que je trouve le plus intéressant de l'alimentation végétale peu transformée, c'est aussi que les gens qui en font l'essai, non seulement ils aiment ça, ils trouvent que ça goûte bon, ils ont du plaisir à le faire, puis donc ils voient qu'il y a une amélioration de leur qualité de vie avec un plus faible sentiment de restriction. Donc les gens se sentent moins privés, sont heureux de le faire, puis ils ont ces bénéfices-là, même s'ils adhèrent partiellement à l'alimentation végétale peu transformée. Donc même s'ils ne font pas le virage à 100 %, ils ont beaucoup de bénéfices et ils ne se sentent pas au régime. Au niveau du cancer, on en entend beaucoup parler. Beaucoup de gens vont être touchés par le cancer, malheureusement, aujourd'hui. Le mode de vie y est pour une partie. On sait qu'il y a des choses aussi dans notre environnement qui nous affectent. Mais si on regarde d'un point de vue alimentaire, les gens qui vont suivre les recommandations actuelles pour le cancer, qui sont de consommer moins de viande rouge, plus que 5 % de légumes et fruits par jour, consommer peu ou pas d'alcool et peu d'aliments transformés, on va voir chez ces gens-là qu'il y a environ 6 % de moins de risque de cancer. Ensuite, si on les compare aux omnivores, les végétariens vont avoir environ 8 % de moins de risque de cancer et les végétaliens, 15 % de moins. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une protection à 100 %, ce n'est pas un bouclier parfait. En effet, mais 15 % des gens, si vous regardez dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, une personne sur 7, c'est quand même pas rien. D'autant plus que, moi, je vous parle d'alimentation végétale peu transformée. On peut être végétalien, donc pas manger de produits animaux, mais on peut manger très transformé. Donc, on pense, comme nutritionniste, comme médecin, que d'être végétalien et de manger peu transformé pourrait peut-être même protéger davantage que le 15 % qui a été étudié ici. On va voir dans les études à venir ce que ça va nous démontrer. Est-ce qu'on peut guérir le cancer avec l'alimentation végétale? Moi, jamais je vais dire à un client d'arrêter son traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. On ne parle pas de guérison avec l'alimentation, il faut être clair là-dessus. Il y a très peu de données ou d'études qui parlent de cela. Par contre, on sait que ça peut protéger des récidives de cancer. Donc, quelqu'un qui aurait eu un cancer, qui voudrait mettre toutes les chances de son côté pour ne pas en avoir un deuxième ou avoir une récidive, je lui dirais, bien oui, on peut tendre vers une alimentation végétale peu transformée pour se protéger au maximum. Il y a eu des études aussi, notamment une étude du Dr. Ornish qui a été faite sur le cancer de la prostate, un cancer qui évolue souvent lentement. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'alimentation végétale peu transformée puis un mode de vie modifié, on a vu que les cellules cancéreuses ne s'étaient pas renversées, mais la progression était plus lente aussi. Donc, on voit qu'il peut y avoir un impact sur ça. Est-ce qu'on peut perdre du poids avec l'alimentation végétale peu transformée? Souvent, les gens cherchent un nouveau régime à la mode, cherchent quelque chose à faire pour perdre du poids, se sentir mieux.
Je vous dirais que les bénéfices sont surtout en prévention, c'est-à-dire que l'alimentation végétale peu transformée est extrêmement rassasiante. On a besoin de mastiquer nos végétaux, nos légumes, nos fruits, nos grains entiers qu'on consomme, mais toutes les fibres qu'on ingère vont avoir un effet rassasiant. Ils vont même moduler les bactéries dans nos intestins, donc notre microbiote. Ils vont avoir un impact positif sur notre métabolisme. Donc, en prévention, en effet, on mange plus de fibres et on mange, comme on l'a vu tantôt, moins de gras, de sucre ou de sel ajoutés avec des aliments qui sont peu transformés. En moyenne, si on regarde l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids et de la taille des gens, on voit que les végétaliens sont en moyenne un peu plus minces, donc ils ont un IMC un peu plus bas que les omnivores. Donc on voit ici 22 pour les végétaliens, puis 25 à 28 pour les omnivores. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut perdre du poids avec l'alimentation végétale peu transformée? Oui, en effet, parce que c'est sûr que si on mangeait très, très transformé, puis on fait un virage vers des aliments qui sont moins transformés, puis on remplace la viande par des légumineuses qui sont très bourratives, très rassasiantes, ça se peut que la personne mange moins de calories au final. Mais moi, j'encourage les gens à le faire plus dans l'optique de modifier leur mode de vie au complet. Ce n'est pas juste l'alimentation qui va avoir un effet sur la perte de poids, mais c'est aussi l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil. Il ne faut pas penser que les aliments du règne végétal ne contiennent pas de calories. Là, je vois ça souvent, les gens me disent « Ah, ben, je peux en manger plus, c'est santé. » Là, oups, le poids, sa balance augmente avec le virage végétal parce qu'ils mangent plus de noix, plus de fromage végétalien, des choses comme ça. Donc, il faut quand même être à l'écoute de ces signaux de faim, satiété pour gérer les portions qui sont ingérées, même si on fait un virage végétal. Donc, j'aime bien dire que ce n'est pas un nouveau régime amaigrissant, c'est plus que ça. L'alimentation végétale, ça fait partie d'un mode de vie pour la santé, l'environnement, puis les animaux. Au niveau des maladies gastro-intestinales, on peut se poser la question, ce qu'on mange, est-ce que ça a un impact sur notre système digestif? Eh bien oui. Chez les végétariens, on voit qu'il y a beaucoup moins de constipation, moins de problèmes d'intestin irritable, moins de maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, moins de problèmes diverticulaires aussi, donc la diverticulose qui est assez présente dans notre société où on est très sédentaire, où on ne mange pas beaucoup de fibres, puis moins de cancer du côlon aussi. Donc oui, ce qu'on mange a un impact direct sur notre microbiote. Les bactéries vont se nourrir des végétaux, vont se multiplier, puis les omnivores et les végétaliens n'ont pas tout à fait les mêmes types de bactéries dans leur système digestif. Donc, il y aura un impact, oui, sur le type de bactéries. Donc, les fibres, les phytonutriments des plantes et moins de viande favoriseraient un bon microbiote qui serait plus fort, plus diversifié, et ça favoriserait la réduction de l'inflammation et l'amélioration du système immunitaire également. Vous allez me dire, oui, mais là, il me semble que quand on a la maladie diverticulaire, je ne peux pas manger de fibres ou qu'il faut que je fasse attention aux graines, au maïs, aux fruits à graines. En fait, c'est un mythe qui perdure. Ceux qui ont une crise de diverticulite, qu'on appelle, donc si vous voyez ici sur l'image, les petites poches qui se sont formées dans l'intestin, donc il y a de l'inflammation. À ce moment-là, il y a souvent un antibiotique qui va être prescrit par le médecin. C'est vrai que durant cette période-là, pour soulager la personne qui souffre, qui a des maux de ventre, on va retirer les fibres, mais temporairement de l'alimentation pour mettre l'intestin au repos. Mais dès que c'est terminé, dès que l'antibiotique, on a terminé de le prendre et qu'il n'y a plus d'inflammation, on veut réintroduire les fibres à un rythme graduel jusqu'à la tolérance de la personne, parce qu'on sait que les aliments du règne végétal, ce sont ceux qui protègent le plus notre système digestif. Donc, on ne veut pas rester avec une alimentation faible en fibres qui pourrait entraîner de la constipation et favoriser d'autres crises de diverticulite. Donc, on veut réintroduire graduellement selon la tolérance et non pas éviter les fibres, même si on a la maladie diverticulaire. Au niveau de l'hypertension et de l'alimentation végétale peu transformée, on sait que les régimes à base d'aliments d'origine végétale et peu transformés vont protéger grâce à l'abondance de potassium, de magnésium, de fibres, de bons gras et de phytonutriments, mais aussi par le fait qu'il y a moins de sel ajouté, donc moins de sodium dans l'alimentation, donc la pression va avoir tendance à être dans des niveaux beaucoup plus normaux. On dit souvent que c'est le tueur silencieux parce qu'il n'y a pas vraiment de symptômes lorsqu'on est hypertendu, mais c'est quand même il y a beaucoup de complications cardiovasculaires associées à cette problématique. Au niveau des articulations, bien, comme on dit tantôt, les végétaliens généralement sont un peu plus minces, donc c'est sûr que ça protège. Si on n'est pas en surpoids, on a moins de poids sur nos genoux, sur nos hanches, sur nos chevilles, donc ça peut protéger.
mais l'alimentation végétale est aussi connue pour réduire les douleurs articulaires et l'inflammation, donc c'est positif aussi sur la santé de vos articulations. Enfin, au niveau du cerveau, donc au niveau des maladies neurodégénératives, on sait que l'alimentation végétale peut protéger contre l'Alzheimer et le Parkinson, pour autant que nos besoins en vitamine B12 soient comblés, pour éviter, puis attention, je l'ai bien écrit là, pour éviter des troubles neurologiques qui peuvent être irréversibles. En effet, la B12, on y revient dans quelques diapositives, elle n'est pas présente dans le règne végétal et il faut la prendre sous forme de supplément si on fait un virage végétalien. Au niveau de la santé oculaire, au niveau de la prévention des cataractes, c'est quand même intéressant les études qui ont été faites là-dessus. On a comparé une consommation de 100 grammes de viande ou de volaille par jour, qui est à peu près la grosseur d'un jeu de cartes. On a suivi des gens qui consommaient moins de 50 grammes par jour, puis on a vu que ces gens-là avaient 15 % moins de risque d'avoir des cataractes. Ensuite, on a comparé avec des gens qui sont pesco-végétariens, donc qui mangent du poisson mais pas de viande. Eux, leur risque était réduit de 20 %. Ensuite, chez les végétariens, qui ne consomment pas de viande ni de poisson, mais des œufs et des produits laitiers, on a vu que ça réduisait de 30 %. Et nos végétaliens, les grands gagnants de ce palmarès, 40 % moins de risque de problèmes de cataracte. Donc, quand même, c'est pas rien. On pense que c'est grâce aux antioxydants qu'il y a dans les végétaux, puis qu'il y aurait moins aussi de molécules qui sont pro-oxydantes, comme le fer hémique, par exemple, dans la viande rouge. Au niveau des reins, c'est un organe aussi qui est complexe, mais il y a eu une étude qui a été faite chez les adventistes, puis on a vu qu'il y avait 52 % moins de risque d'insuffisance rénale chez les végétariens, incluant végétaliens, comparé aux omnivores. Donc ça aussi, c'est quand même une protection majeure. Donc quelqu'un qui aurait des antécédents familiaux de problèmes rénaux aurait tout avantage à végétaliser son alimentation pour protéger ses organes. Ceux qui sont déjà en dialyse ou qui ont des problèmes rénaux déjà connus, c'est certain qu'il y a des nutriments dans l'alimentation que des fois, votre médecin va vous dire de réduire ou votre nutritionniste va vous dire de réduire. En effet, le potassium, le phosphore, donc il y a différents nutriments qu'il va falloir surveiller à ce moment-là, mais c'est possible de faire un virage végétal tout de même. Donc, en remplaçant la viande par des légumineuses, bien, on remplace du phosphore ou du potassium ou des nutriments dans un des groupes par d'autres, puis on finit par y arriver et protéger l'évolution de la maladie rénale. Donc, si je résume les bienfaits, les caractéristiques nutritionnelles de ce qu'on a vu sur les végétaux et leurs bienfaits sur la santé, ça repose principalement sur ces différentes molécules-là qu'on retrouve dans les aliments. Mon but, ce n'est pas que vous les appreniez par cœur et non plus que vous mettiez à compter vos grammes de gras saturés, vos milligrammes de sodium dans l'alimentation. Là, je vous rassure, on ne fait pas nécessairement ça comme nutritionniste. C'est plus pour comprendre un petit peu les mécanismes et les bienfaits. J'aime beaucoup mieux quand les gens vont parler en termes d'aliments qu'en termes de nutriments. Donc, changer la viande par du tofu, par du tempeh, par d'autres légumineuses. Faire un virage, oui, plus végétal, mais sans compter sur tous les nutriments détaillés. Si on les passe quand même rapidement, mais les phytonutriments, j'ai dit ce mot-là souvent dans la présentation, c'est vraiment des petits composés dans les plantes. Il y en a vraiment plusieurs sortes. On ne connaît même pas tous et on ne connaît pas tous leurs fonctions, mais on sait que ça a des fonctions protectrices sur notre santé. On parle aussi de gras saturés, faibles en gras saturés, sans cholestérol. Le cholestérol vient des produits d'origine animale. Faible en sodium aussi. Donc ça, si vous optez pour des aliments peu transformés, ça va être vrai. Si vous optez pour des fausses viandes ou des faux fromages, je ne les mets pas toutes dans le même paquet. Il y en a qui sont très, très bien faits. Il y en a qui sont peu transformés, qui vont être faits à base de noix, de levure, un petit peu de sel et qui n'aura pas une longue liste d'ingrédients. Mais c'est intéressant de vérifier la longueur de la liste d'ingrédients puis ce que ça contient pour savoir est-ce qu'on a beaucoup de sodium ou pas. Ensuite, sans fer hémique, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le fer hémique, c'est vraiment dans les produits animaux. Faible en polluants organiques persistants, ça, j'en ai pas beaucoup parlé, les POPs, mais c'est quelque chose que je pense qu'on va entendre de plus en plus parler dans les prochaines années. Dans l'environnement, il se retrouve des contaminants dans l'environnement de différentes sources. Puis, ça va se concentrer, entre autres, dans la viande et dans les poissons aussi, notamment dans le gras du poisson. Donc, il y a eu certaines études, là, c'est encore des petites études, mais qui ont associé la consommation de poissons qui contenaient ces contaminants-là à un risque accru de diabète aussi. Donc, il y a quand même des choses à surveiller avec des molécules qui se retrouveraient dans notre environnement. Ensuite, riche en fibres, comme on l'a vu, en Amérique du Nord, on consomme environ 15 ou 16 grammes de fibres par jour.
alors que les besoins sont plus du double. Donc, généralement, les Nord-Américains, on n'est pas trop bons là, avec notre apport en fibres. On est bon pour les protéines, il y en a partout, on n'en manque pas. Mais au niveau des fibres, on a vraiment besoin d'augmenter notre consommation. Puis les fibres se retrouvent dans le règne végétal. D'autres nutriments comme l'acide folique, le potassium, le magnésium, la vitamine C, nos amidons résistants des légumineuses et des grains entiers. Donc ça, je vous le dis aussi, n'ayez pas peur de manger du pain ou des pâtes ou des patates, le fameux mythe des 3 P. Moi, ce que je dis souvent, c'est que oui, si on les mange sous forme transformée, si on mange du riz blanc, des pâtes blanches ou du pain blanc, ça ne sera pas très, très soutenant. Vous allez avoir faim plus rapidement dans la journée, donc vous allez avoir tendance à manger plus ou avoir même plus de rage de sucre. Mais si vous optez pour des grains entiers, un pain de blé intégral, du riz brun, du quinoa, vous allez vous sentir très, très rassasié. Donc, n'ayez pas peur des grains dans votre alimentation, ça ne fait pas grossir. Un mot sur l'alimentation végétale et l'environnement. Là, on a vu beaucoup de bienfaits d'alimentation végétale sur vos différents organes dans le corps. Mais sur l'environnement, ce qui est intéressant, c'est logique en même temps. En allant directement à la source des protéines dans les végétaux, on coupe la production de la viande, donc on utilise moins d'eau, moins de terre, on fait moins de déforestation aussi. Si on regarde en chiffres au niveau de la réduction des GES, le gaz à effet de serre, l'alimentation végétalienne, c'est la championne avec une 45 de réduction. Ensuite, au niveau de l'empreinte écologique, la réduction des terres utilisées. Donc, on sait qu'en agriculture, il y a beaucoup de terres qui sont utilisées pour le bétail, pour la viande. Donc, c'est 54 de réduction quand on passe à une alimentation végétalienne. Puis, en fait, si on regarde la dernière colonne, qui est celle de l'utilisation de l'eau, le gagnant ici, c'est l'alimentation végétarienne dans cette revue de littérature-là qui date de 2016. On pense que c'est à cause des noix, par exemple, comme les amandes, qui nécessitent beaucoup d'eau au niveau de la production. Mais il y a eu d'autres études récemment, dont un projet de maîtrise qui a été fait à l'Université de Sherbrooke, puis qui comparait l'alimentation locale versus une alimentation végétale. Puis dans tous les cas, c'était aussi l'alimentation végétale qui ressortait comme étant la meilleure pour l'environnement. Puis si on compare, si on regarde un petit peu plus bas dans le tableau, j'ai passé rapidement, mais quelqu'un qui deviendrait flexitarien ou quelqu'un qui voudrait réduire graduellement, mais les bénéfices sont là. Donc, il ne faut pas penser que de couper un repas de viande ou 2 repas de viande, ça n'a pas d'impact. Non, tout de suite, ça a un impact. Puis surtout si c'est tout le Québec en même temps qui le fait. L'alimentation végétale et les carences. Moi, j'aime bien poser la question à l'envers. Souvent, on me demande, ah, t'es végane, t'es végétalienne, as-tu des carences nutritionnelles? Est-ce qu'il faut que tu prennes plein de suppléments? Mais moi, je pose la question un peu à l'envers. Est-ce que l'omnivore, lui, est vraiment immunisé contre les carences nutritionnelles? J'aime bien souvent dire à la blague que l'alimentation nord-américaine est un petit peu beige, là, elle n'est pas très colorée et plutôt transformée. Donc, elle va être plus pauvre en phytonutriments, en vitamines et minéraux. Tandis qu'une alimentation d'un végétalien qui prend soin de sa santé puis est informé, une alimentation qui va être très colorée, très variée, riche en phytonutriments, en vitamines et minéraux. Donc, à la question, est-ce que l'omnivore est immunisé? Non. Il y a même, selon Santé Canada, certains nutriments qui sont à surveiller pour les omnivores, notamment le calcium, le magnésium, la vitamine D parce qu'on n'est pas assez exposé au soleil, et les fibres, dont on a parlé tantôt, ainsi que le potassium, là, qui est vraiment dans nos légumes, dans nos fruits, qu'on en retrouve beaucoup. Dans mon livre, je détaille vraiment plus les sources de tous ces aliments-là. Donc, si ça vous tente d'en apprendre plus et de connaître les sources des nutriments, bien, vous allez pouvoir vous y référer. Est-ce que le végétalien est nécessairement carencé? En fait, l'Académie de nutrition et de diététique aux États-Unis, qui est la plus grande association de nutritionnistes diététistes, qui comporte plus de 100 000 membres, s'est positionnée sur la question. Puis ce qu'elle a dit, c'est vraiment intéressant, c'est que les régimes végétariens, y compris végétaliens, qui sont convenablement planifiés, sont sains, nutritionnellement adéquats et peuvent fournir des avantages pour la santé, pour la prévention et pour le traitement de certaines maladies. Puis si on lit plus loin dans le rapport, parle aussi de l'impact sur l'environnement qui est très, très positif. Donc, vous avez vraiment une communauté de professionnels de la santé qui se sont positionnés pour être en mesure de mettre ça de l'avant. Et puis, ça indique aussi dans le rapport que c'est approprié à tous les âges de la vie, donc vraiment de l'enfance jusqu'à la vieillesse. J'ai parlé de B12 tantôt. Donc oui, le végétalien peut être carencé
notamment en vitamine B12, qui ne se retrouve pas dans le règne végétal. C'est vraiment la vitamine manquante. Où est-ce qu'on la retrouve, la B12? En fait, les bactéries dans le sol vont produire de la vitamine B12. Dans vos intestins aussi, vous avez des bactéries qui en produisent, mais votre corps n'en produit pas suffisamment pour s'autosuffire, donc il faut en ingérer au fil du temps. On a un certain niveau de réserve, donc des fois, quelqu'un qui fait un virage végétal n'aura pas une carence nécessairement tout de suite dès la première journée. Ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans, 5 ans avant que ça se développe. Par contre, on ne veut pas avoir cette carence-là parce que la conséquence peut être très grave. La conséquence peut être irréversible, on l'a vu tantôt, ça peut engendrer de la démence, des problèmes neurologiques, des problèmes de mémoire. Donc vraiment, cette vitamine-là, elle est super importante pour votre système nerveux. Parmi les symptômes possibles, si on a des carences, on peut avoir des fourmillements dans les membres, on peut se sentir fatigué, qui n'est pas spécifique, mais ça peut engendrer de la fatigue. On peut avoir une vision plus floue, on peut être anémique, une mémoire défaillante et des problèmes au niveau de la langue aussi. Donc, pour éviter tout ça, quelqu'un qui végétalise son alimentation, qui coupe beaucoup la viande, on va vraiment se tourner vers un supplément. Moi, je le recommande pris soit une fois par semaine, 2000 ou 2400, selon la quantité que vous trouvez dans les magasins, ou 1000 à 1200 2 fois par semaine. Donc, il y a vraiment plusieurs recommandations qui sont émises là, au niveau des quantités, mais si vous êtes dans ces quantités-là, c'est une dose qui va couvrir vos besoins. J'ai écrit en tout petit, parce que là, la question souvent vient, oui, mais quelle sorte de vitamine? Est-ce que c'est la cyanocobalamin? Est-ce que c'est la méthylcobalamin? La cyanocobalamin, la forme de B12, là, une des formes qu'on retrouve sous forme de supplément, c'en est une qui est très, très étudiée, souvent selon les endroits qui est un petit peu moins cher aussi, puis qui est assez stable. Donc, ce serait une bonne forme, sauf pour les fumeurs. Vous avez peut-être entendu entre les branches que les fumeurs qui consommaient de la vitamine B12, il y aurait un risque accru de cancer du poumon, mais le risque est moindre avec la méthyl ou l'adénosylcobalamine. C'est des petits détails bons à savoir si on se supplémente en vitamine B12. Pour les autres nutriments que les végétaliens ont besoin, si je prends le calcium, c'est assez facile de le retrouver dans les fruits, dans les noix, les graines, même dans les grains entiers, dans le tofu qui est fait aussi avec du calcium. Pour l'iode, moi je prends du sel de table iodé, donc le sel de table qui va être enrichi en iode. Le sel de mer ne le sera pas. Les algues aussi, qui vont être des sources intéressantes d'iode. Donc on peut acheter des algues ou de la poudre d'algues, même qu'on peut saupoudrer sur nos légumes, ou on peut mettre dans nos vinaigrettes. Donc, il y a d'autres nutriments comme ça que petit à petit, on explique dans le livre, mais la plupart, on peut y aller avec l'alimentation et non pas nécessairement un supplément. La vitamine D revient aussi comme pour les omnivores, mais ça, c'est vraiment pas parce qu'on est végétalien, mais dû à notre manque d'exposition au soleil. Puis les oméga 3, bien, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé de prendre un supplément d'huile de poisson. Les poissons, eux, ils vont chercher leurs oméga 3 dans les algues, donc on peut le prendre sous forme de supplément dans les algues, on peut manger des algues, ou on peut le trouver dans d'autres endroits, comme dans les noix de Grenoble, dans les graines de lin, dans les graines de chia. On va faire moudre ça, puis on va aller extraire là, les bons gras de ces aliments-là. Donc, il y a plein de façons de trouver vos nutriments dans l'alimentation végétale. Il suffit d'être suffisamment informé pour demeurer en bonne santé. Vous allez voir qu'à l'inverse, moi, j'entends souvent que les gens ont plus d'énergie, ils se sentent bien, ils se sentent légers après un repas, après avoir mangé végé. Donc, c'est très positif. Ici, à gauche, je vous montre un exemple d'assiette alimentation végétale peu transformée. Ce serait plutôt la répartition des aliments qu'on pourrait retrouver dans une journée type. Donc, on voit que ça inclut, comme on disait au début, nos grains entiers, nos fruits, nos légumes, des légumineuses, des noix, des graines. Donc, tous ces aliments-là font partie de l'alimentation de quelqu'un qui est végane et qui opte pour une alimentation végétale peu transformée. Je vous dirais, oui, c'est favorable à la santé, mais la santé ne repose pas uniquement sur l'alimentation. C'est une bonne base, mais si on revient à nos centenaires des Blue Zones, savez-vous tout ce qu'ils font pour maintenir leur bonne santé? En fait, c'est des gens qui vont bien manger, qui vont manger végétal et peu transformé, mais c'est des gens aussi qui vont vivre en fonction de leurs valeurs. C'est des gens qui vont être entourés de leur famille, des gens qui vont bouger quotidiennement, mais ce n'est pas des gens qui vont nécessairement courir des marathons ou faire des Ironman. C'est des gens qui sont actifs. C'est des gens qui consomment très, très peu d'alcool aussi, donc des gens qui ont trouvé un sens à leur vie et qui vivent lentement. Donc, il faut voir l'alimentation végétale peut transformer dans un tout. J'espère que je ne vous décourage pas en vous disant ça, mais des fois, c'est de dire, OK, je ne suis peut-être pas prêt à faire le virage à 100 mais je peux m'améliorer sur d'autres points qui vont aussi favoriser ma santé.
on a chacun nos portes d'entrée, on a chacun différentes choses qui nous motivent pour être en meilleure santé. D'ailleurs, dans mon livre, pour vous amener à réfléchir un petit peu plus sur est-ce que l'alimentation végétale peut transformer, est-ce que c'est pour moi? J'ai créé un modèle conceptuel qui va de l'alimentation intuitive, donc l'écoute des signaux de faim, satiété, je mange ce que j'ai envie de manger, j'écoute mes goûts, à l'alimentation socio-responsable. Et pour moi, l'alimentation socio-responsable, l'alimentation végétale peut transformer, en fait partie, parce qu'en mangeant comme ça, on réduit notre empreinte environnementale, on protège les générations futures, on réduit les coûts du système de santé aussi. Donc, on a un impact sur notre société par la bande de nos choix alimentaires. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes rendu là dans votre vie en ce moment. Puis je pense que chacun doit se permettre d'y aller à son rythme aussi, puis pas sortir d'ici en se disant « il faut que je sois végane, sinon c'est pas bon pour ma santé ». Il y a différents rythmes à laquelle on peut faire une transition. Puis parfois, quand on est préoccupé ou obsédé par notre poids, c'est peut-être pas le choix à faire tout de suite. Il faut peut-être commencer par écouter ses signaux de faim, satiété, pas avoir d'interdit alimentaire, arrêter de se sentir privé pour éventuellement être capable de faire un choix qui va être plus basé sur la santé et non pas sur l'urgence de maigrir à tout prix. Ensuite, ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Souvent, on pense « Ah oui, mais là, les lundis sans viande » ou « Ah, j'ai juste fait 2 repas végétariens ou végétaliens cette semaine. Est-ce que c'est suffisant? » Bien, moi, je dis souvent comme nutritionniste, je ne rencontre pas mes clients dans un but uniquement de les faire devenir véganes. Au contraire, mon but, c'est vraiment que toute la population du Québec réduise sa consommation de produits animaux et de produits transformés. Puis, à gang, là, si tout le monde fait ça, à partir de demain, si tout le monde réduit de 25 ou de 50 leur consommation, l'impact va être énorme sur notre système de santé, va être énorme aussi sur les animaux, puis va être énorme sur notre environnement. Donc, ça peut avoir un bel effet domino. Donc, peu importe où vous êtes rendu, chaque repas, chaque bouchée compte, je dirais. Donc, encouragez-vous avec les changements que vous êtes capable de faire. Puis, dites-vous que si c'est 1 fois par semaine, mais c'est 50 fois par année. Si c'est 2 fois par semaine, c'est 100 fois. 3 fois 150, donc c'est assez exponentiel dans une vie. Enfin, je vous invite à me suivre sur Facebook. J'ai ma page Marjolaine Mercier, nutritionniste. Sur Instagram aussi, je suis assez active. Je vous invite également à suivre l'APSAV, apsav.org, qui est une association de professionnels de la santé sur l'alimentation végétale dont je fais partie. Donc, on s'engage comme professionnels de la santé à vous fournir de l'information juste sur l'alimentation végétale, donc déboulonner les mythes pour être sûr que vous puissiez avoir des réponses à vos questions puis que vous trouvez des sources fiables en alimentation sur le web. On a le kiosque 328 qui est juste à côté aussi, si ça vous tente de venir nous voir juste après. Puis moi, je vais être en séance de signature de livre juste après. Donc, vous pouvez venir me voir avec ma mascotte Roquette. Merci beaucoup.